Bonsoir et bienvenue sur l'Atlas des contes. Ce soir, nous allons suivre l'histoire d'un bébé recouvert de poils qui a vu le jour dans le noir absolu d'une caverne. Personne ne sait encore son nom, mais dans 3 ans, il soulèvera des rochers que 100 hommes ne pourraient bouger. Dans 10 ans, il descendra seul dans un trou si profond que la lumière n'y est jamais arrivée. Et là-bas, il trouvera le moyen de remonter alors qu'il n'aurait jamais dû y parvenir. Tu vas enfin savoir qui est vraiment Jean de l'Ours. Installe-toi confortablement. L'histoire commence maintenant. Jean de l'Ours. Il était une fois une jeune bergère si pauvre qu'elle ne possédait presque rien, maigre comme une brindille, ayant pour seule compagnie les bêtes des prés, les souffles de la montagne et les murmures de la forêt. Elle s'endormait souvent l'estomac vide, la faim torturant son ventre comme une main invisible. Ses vêtements, rapiécés 1000 fois, pendaient sur elle comme des lambeaux de brume. Quand elle passait dans les ruelles du village lors des veillées, les gens chuchotaient derrière elle, et les plus âgés prétendaient qu'une enfant aussi déshéritée ne pouvait apporter que le malheur. Pourtant, malgré cette misère et ces jugements, un calme lumineux vivait dans ses yeux, un courage silencieux qui lui permettait de traverser les jours. Lorsque l'été arrivait, elle montait garder les troupeaux dans les hauteurs, là où les prairies se perdaient dans la montagne et où l'air sentait la résine chaude. Elle chérissait ses heures de solitude, car elle lui offrait une paix que le village ne lui accordait jamais. Un jour, alors qu'elle s'était aventurée plus loin que d'habitude, elle découvrit une clairière inconnue où poussait une herbe étrange, d'un vert presque bleuté. Elle ignorait qu'il s'agissait de l'herbe de l'oubli, plante rare dont les anciens parlaient à voix basse. Dès qu'elle y posa le pied, un frisson remonta le long de ses jambes, puis se glissa jusqu'à sa tête. Ses souvenirs se dissolvèrent instantanément, comme de l'encre dans l'eau. Elle ne savait plus son nom, ni d'où elle venait, ni même pourquoi elle se trouvait là, seule, au milieu de la montagne. Les bêtes s'éparpillèrent, tandis qu'elle restait immobile, tremblante, comme si le monde lui-même se dérobait. Un grand ours noir, qui depuis longtemps observait les humains avec prudente curiosité, surgit alors du couvert des arbres. Son pelage sombre, ses yeux brillants d'intelligence et sa puissante présence imposaient le respect. Voyant la jeune fille perdue et désemparée, il s'approcha avec une douceur étonnante, presque compatissante. Il la prit dans ses bras massifs, dans un geste protecteur, plus proche d'une étreinte paternelle que d'un rapt. Il l'emporta ainsi jusqu'à sa caverne, enfouie sous un chaos de rochers, puis plaça une pierre gigantesque devant l'entrée, sans qu'on puisse déterminer s'il voulait l'empêcher de s'enfuir ou la préserver du monde extérieur. Les premiers jours, elle tremblait de peur et sanglotait dans un recoin sombre, tandis que l'ours allait et venait. Il s'enfonçait dans la forêt et revenait chargé de miel doré, de fruits mûrs, de racines sucrées et même de friandises sauvages que seuls les animaux connaissaient. Il déposait tout cela devant elle avec une douceur étonnante, si bien qu'elle finit par ne plus craindre la bête. Dans cette grotte, il faisait frais en été et chaud en hiver. L'ours lui apportait de la mousse sèche et de la fougère tendre pour qu'elle puisse dormir.
veillant sur elle comme un gardien silencieux. La jeune fille ne souffrait ni de la faim, ni du froid. Seule la liberté lui manquait. Chaque jour, elle caressait la surface rugueuse de la pierre qui bouchait l'entrée, sentant monter en elle la nostalgie du monde humain. Pourtant, un sentiment nouveau s'installait. L'ours ne montrait ni cruauté ni brutalité. Parfois, son regard exprimait une forme d'affection sauvage. Lorsque revinrent les beaux jours, à la veille de la Saint-Jean, la jeune femme mit au monde un enfant, un miracle auquel elle ne comprenait rien. Le nouveau-né portait un duvet sombre, presque noir, et ouvrit de grands yeux lumineux dès sa naissance. Elle l'enveloppa dans son vieux châle et lui donna le nom de Jean de l'Ours. L'enfant grandit avec une rapidité surnaturelle. En un mois, il atteignit la taille d'un enfant de 2 ans. En 2 mois, celle d'un enfant de 5 ans, robuste et alerte. Au bout d'1 an, il semblait en avoir 10, ses muscles ondulants sous sa peau sombre et ses yeux brillants d'une vive intelligence. Chaque année, il tentait de déplacer la pierre qui bouchait la grotte. Ses mains s'y posaient, ses muscles se tendaient, ses dents grinçaient, sans résultat. Mais après 3 ans, devenu aussi grand et fort qu'un homme adulte, il comprit que le moment était venu. Il posa calmement ses mains sur la pierre et l'arracha d'un seul geste, comme s'il ne soulevait qu'un simple coussin. La roche vola à plusieurs mètres dans un fracas de tonnerre. Sa mère, éblouie par la lumière, se protégea le visage. Ils sortirent finalement de la grotte et retrouvèrent la douceur du soleil, les prés fleuris, les odeurs du vent et la forêt qui chantait autour d'eux. La jeune femme pleurait de joie, émue de retrouver le monde extérieur. Mais au crépuscule, un rugissement retentit derrière eux. L'ours se dressait à l'entrée de la grotte, désespéré. Ses appels résonnaient dans toute la montagne, implorant qu'il revienne. Mais la mère, la main serrée dans celle de son enfant, poursuivit son chemin sans se retourner. Lorsqu'ils atteignirent le village, couvert de poussière, les habitants furent effrayés par la stature gigantesque de Jean et le duvet sombre couvrant ses bras. Ils se barricadèrent dans leur maison, refusant d'ouvrir. La mère, malgré ses supplications, ne put traverser aucune porte. Alors Jean ramassa pierres, poutres et bois, reconstruisant en 1 heure l'ancienne maison familiale, solide et droite comme une demeure royale. Les villageois observaient en silence, stupéfaits. Toute la nuit, l'ours rôda autour de la maison, frappant les murs, grognant et cherchant à renverser le toit, mais Jean veilla sans relâche. À l'aube, la bête épuisée poussa un dernier cri, si long et si déchirant qu'il résonna jusqu'à midi, puis disparut dans la montagne pour ne jamais revenir. Les villageois se réjouirent du retour de la bergère. Mais Jean demeurait une énigme, un être né sans père et possédant une force aussi prodigieuse que dangereuse. Malgré sa douceur, il cassait tout ce qu'il touchait. Les seaux se brisaient, les chaises s'effondraient, les portes sortaient de leurs gonds. Un jour,
Des garnements se moquèrent de sa mère, et lorsqu'il tenta de les repousser pour la défendre, il les assomma involontairement. La peur des villageois ne fit alors que grandir, et on commença à l'éviter ouvertement. Comprenant qu'il n'avait pas sa place parmi ces gens, il décida de quitter le village. Avant de partir, il coupa assez de bois pour plusieurs années, remplit la maison de provisions et répara le toit ainsi que les murs. Puis il se mit en route. Plus loin, il entendit le son puissant d'un marteau frappant une enclume, rythme vibrant comme un cœur de métal. Fasciné, il entra chez un forgeron et demanda à devenir apprenti. Le maître expliqua que le métier nécessitait 3 années d'apprentissage. Mais Jean assimila chaque savoir si rapidement qu'en quelques jours à peine, il dépassait son maître. Son travail était si prodigieux que la maison tremblait à chaque coup de marteau. Terrifié, le forgeron lui donna un sac d'écus pour l'inciter à partir. Mais Jean ne voulut que recevoir une canne en fer. Le maître forgea une première canne qui se tordit, puis une deuxième qui se brisa. Finalement, il engagea 15 ouvriers pour travailler 3 mois entiers, utilisant tout le fer de l'atelier pour créer une canne monstrueuse que personne ne pouvait soulever. Jean la prit d'une main, la fit tournoyer, l'envoya si haut qu'elle disparut avant de retomber lourdement et de s'enfoncer dans la terre. Il remercia le forgeron et reprit la route. Peu après, il aperçut une scène ahurissante. Une meule de moulin volait dans le ciel, projetée avec une force titanesque et s'écrasait sur un château lointain. Une autre suivit, fracassant une église. En avançant, il découvrit un géant immense, aux bras noueux et à la barbe sauvage, qui lançait les meules pour se divertir. On le surnommait Vire-Palais. Jean admira sa force, et le géant, intrigué par sa stature, choisit de se joindre à lui. Plus loin, dans une forêt où des arbres énormes tombaient les uns après les autres, ils rencontrèrent un second géant. Celui-ci arrachait des chênes entiers comme d'autres arrachent de simples herbes. On le surnommait Thor-Chêne, et aucune chaîne forgée ne résistait à ses mains. Il accepta de suivre Jean et Vire-Palais. Enfin, dans une vaste plaine bordée de montagnes, ils rencontrèrent un troisième géant, encore plus colossal. Celui-ci déplaçait les collines comme d'autres déplacent des mottes de terre. On l'appelait Pousse-Montagne. Devant Jean, les 3 géants furent impressionnés, et ainsi se forma un groupe extraordinaire, celui d'un enfant mi-humain, mi-sauvage devenu homme, accompagné de 3 géants, chacun doté d'une force incomparable. Enfin, ils atteignirent un pays recouvert d'un voile d'ombre étrange. Ce n'était pas une simple nuit. La lumière elle-même semblait avalée par une magie obscure. Les habitants erraient comme des silhouettes tremblantes, tenant des lanternes vacillantes qui n'éclairaient guère plus que leurs propres pieds. La peur était visible dans chacun de leurs gestes. Jean, intrigué, observa un vieil homme assis sur une pierre, affaissé sous le poids du chagrin. Dans son regard brillait la fatigue et un désespoir profond.
Le vieillard expliquait à quiconque voulait l'entendre que chaque année, un monstre surgissant des profondeurs réclamait une princesse en sacrifice. S'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il déchaînait un vent noir et dévorait toute lumière, plongeant le pays dans les ténèbres. Le roi n'avait plus qu'une fille, et elle venait d'être enlevée. On racontait que la créature s'était installée dans le plus grand château du royaume, transformant l'endroit en repère de souffrance et de magie sombre. Jean sentit aussitôt qu'il devait agir. Sa résolution impressionna les villageois, qui voyaient en lui une chance de retrouver la lumière. Derrière les 4 compagnons, les habitants murmuraient des prières. Certains lançaient des fleurs pour les protéger. D'autres, convaincus qu'ils se dirigeaient vers leur perte, fermaient rapidement leurs volets pour ne pas assister à leur disparition. Le château vers lequel ils marchaient apparut bientôt au loin, dressé sur un promontoire immense, magnifique, aux murs de pierre scintillant par endroits, comme si un éclat ancien persistait en lui. Il semblait pourtant étrangement figé. En franchissant le pont-levis, les compagnons furent enveloppés par un silence lourd. Les torches brûlaient, les tables étaient remplies de plats encore fumants, les lits soigneusement préparés, mais aucune présence humaine. Tout semblait abandonné au milieu d'un quotidien interrompu, comme si les occupants s'étaient évanouis d'un seul coup. Les 3 géants, impressionnés par l'abondance, se jetèrent sur les banquets et mangèrent avec enthousiasme, trouvant enfin un lieu à leur mesure. Ils s'endormirent ensuite profondément, insouciants. Jean, lui, ne pouvait se résoudre au repos. Il parcourut les couloirs, examinant chaque pièce, conscient que la princesse devait se trouver quelque part. Mais le château n'offrait que des échos vides et une atmosphère oppressante. Le lendemain, alors qu'il fouillait le château, Vir-Palais resta dans la cuisine. Il vit arriver par la cheminée les morceaux d'un être, une jambe, une autre jambe, des bras, un tronc, une tête, qui se recollèrent pour prendre la forme d'un très très laid nain. Le monstre lui demanda un petit morceau de pain, le fit tomber par terre et ordonna à Vir-Palais de le lui rendre. Quand Vir-Palais obéit, le nain sauta sur lui planta ses grands ongles crochus dans les épaules et le frappa très fort avec une fine baguette de coudrier. La douleur fit évanouir Vir-Palais qui, pour justifier son état, raconta aux autres qu'il avait fait une chute dans l'escalier. Thor, Chêne et Pousse-Montagne subirent le même sort les jours suivants, étant frappés violemment par le nain, et inventèrent la même excuse. Jean de l'Ours prit le relais. Il vit le nain s'assembler, puis celui-ci lui demanda du pain. Le nain le laissa tomber et exigea que Jean le lui rende. Jean ne le ramassa pas. Ils se jetèrent l'un sur l'autre. Le combat dura longtemps, mais Jean finit par l'emporter. Il prit le nain par la barbe qui lui descendait jusqu'aux pieds et le coinça entre les portes d'un placard qu'il ferma à clé. Pendant que Jean discutait avec ses compagnons, le nain se coupa la barbe et s'enfuyait
Ils le virent sauter derrière la cheminée et disparaître dans un puits dissimulé. De ce puits s'élevait une chaleur brûlante, comme si les entrailles de la terre y respiraient. Les géants refusaient catégoriquement de descendre dans un tel gouffre. Jean n'hésita pas. Il s'attacha une corde autour de la taille et entreprit la descente. Il descendit pendant un jour entier. Les parois brûlantes irradiaient une chaleur presque insupportable. Il ne voyait rien, sinon la noirceur absolue. Seul le rythme de sa respiration lui rappelait qu'il était toujours vivant. Le deuxième jour, la chaleur se dissipa et fut remplacée par un froid glaçant, étrange, presque irréel. Le gouffre semblait changer de nature au fil de la descente. Jean continua malgré tout, sans savoir depuis combien de temps il s'enfonçait. Le temps paraissait s'étirer indéfiniment. Après 7 jours, enfin, ses pieds touchèrent un sol solide. Il découvrit alors un paysage silencieux, immense et irréel, une rivière de plomb fondu, large comme un fleuve, serpentait lentement entre des rochers noirs. Au-dessus, un ciel bleu glacé baignait les lieux d'une lumière spectrale. Au loin, sur une île de pierre pâle, se dressait un château blanc, si parfait qu'il en semblait presque vivant. Pour traverser la rivière brûlante, Jean utilisa sa canne de fer, qu'il posa en travers comme un pont improvisé. Le métal chauffait sous ses pas, rougeoyait même, mais il avança d'un pas assuré. De l'autre côté, il aperçut le nain qu'il poursuivait. Étonnamment, la créature semblait pleurer. Cette vision éveilla chez Jean une compassion inattendue. Il le laissa partir sans le blesser davantage. À l'entrée du château blanc, un immense loup surgit, plus grand qu'un cheval, ses crocs luisants comme de l'acier. Jean l'affronta avec détermination et finit par l'écraser contre les pierres. Une clé de fer tomba du crâne de la bête. Dans la cour, un lion colossal, dont la crinière semblait faite de flammes, l'attaqua. Jean lutta et triompha de lui. Une clé d'argent glissa hors de sa gorge. Enfin, dans la salle du trône, apparut une créature terrifiante, un monstre à 7 têtes et 6 pattes, dont les rugissements faisaient vibrer les murs. Jean se lança dans un combat titanesque. Une à une, il arracha les têtes du monstre, jusqu'à ce que de la dernière jaillisse une clé d'or. Ces 3 clés lui permirent d'ouvrir une chambre isolée, où une princesse dormait profondément. Un chat pétrifié, gardien silencieux, portait une émeraude incrustée sur le front. Jean brisa la pierre. Immédiatement, le silence écrasant se dissipa. Les bruits du monde souterrain revinrent. Souffle du vent, clapotis de l'eau, murmure d'ailes invisibles. La princesse, éveillée, indiqua à Jean que ses sœurs étaient également prisonnières. Il les libéra une à une, grâce aux clés que l'animal gardait. Toutes étaient d'une beauté exceptionnelle. La plus jeune attira particulièrement son attention.
et elle lui rappela l'importance de conserver les 7 langues du monstre dans sa besace. Il fit remonter les princesses, puis les 7 têtes du dragon. Mais quand vint son tour, ses 3 compagnons refusèrent de le hisser, préférant le laisser au fond du puits. Alors qu'il était abandonné, une vieille femme apparut devant lui. Elle affirma qu'elle l'aiderait parce qu'il avait épargné son fils, le nain. Elle se transforma soudain en un immense aigle et offrit de le ramener à la surface, et lui demanda de trouver de la viande fraîche pour la nourrir. Jean alla chercher les cadavres du loup, du lion et du dragon. Il les mit sur le dos de l'aigle et s'installa. L'aigle s'éleva, mais l'espace à franchir était grand et elle faiblit vite. Jean lui donna le loup qu'elle dévora aussitôt. L'aigle faiblit à nouveau et Jean lui donna le lion. Elle recommença de monter, mais le sommet s'éloignait. Jean lui donna tout ce qui restait. L'aigle faiblit une dernière fois et demanda encore de la viande. Mais Jean n'avait plus rien. L'aigle commença à descendre. Alors, Jean saisit son couteau et se coupa tout le mollet pour le lui donner. Dans un dernier effort, l'aigle plongea dans le ciel d'eau, creva les vagues de la mer et vola jusqu'à la ville. L'aigle déposa Jean sur les murailles du château, recracha le mollet coupé et disparut. Jean remit son mollet en place et celui-ci se rajusta sans que rien n'y paraisse. À son retour, il découvrit que les géants se pavanaient en héros, prétendant avoir vaincu les monstres et sauvé les princesses. Le roi, crédule, préparait même plusieurs mariages. Jean, méconnaissable dans ses vêtements en lambeaux, se fit engager comme simple valet pour observer la scène. Il arriva dans la grande salle au moment où les 3 géants montraient les têtes de la bête. Les princesses étaient blêmes. Jean s'avança et demanda aux géants si les têtes avaient des langues. Les 3 menteurs répondirent que les dragons n'en avaient pas. Jean de l'Ours rit aux éclats. Il sortit de sa poche les langues qu'il avait coupées. Il les ajusta dans les cols des têtes et dit à l'assemblée: « Ce dragon avait 7 langues. C'est moi qui les lui ai coupées et c'est moi qui l'ai combattu. » Il ajouta que les menteurs avaient des langues aussi, mais moins difficiles à couper. Il attrapa ses compagnons par les cheveux. Il les souleva et les porta au roi. Leur frayeur les rendit si drôles que Jean, le roi et les princesses leur pardonnèrent leur forfait. La plus jeune princesse, celle que Jean avait sauvée en premier, souhaita que ce moment soit consacré à la joie. Elle accepta d'épouser Jean, reconnaissant en lui un homme de courage et de loyauté. Le mariage fut célébré avec une magnificence inégalée. Les géants servirent humblement pendant toute la fête et jamais le château ne fut aussi propre et aussi bien rangé. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Jean de l'Ours et de sa canne de fer. Tu peux laisser ton corps devenir lourd, lourd comme un rocher que plus personne n'a besoin de soulever.
si cette histoire t'a accompagné jusqu'au sommeil, ou si tu t'es réveillé juste pour entendre la fin. Merci pour ton écoute. Si tu veux que d'autres nuits soient aussi douces, que d'autres héros viennent te border quand le monde est trop grand, tu sais où me retrouver. Le petit bouton pour s'abonner juste en dessous, c'est tout ce qu'il faut. Fais de très beaux rêves et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Le conteur te souhaite une douce et agréable nuit.